Deux petites questions. La première, c'est sur le rapport entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. J'ai une expérience assez superficielle de ce film et j'ai eu l'impression que Pasolini découvre des choses en travaillant et qu'effectivement la scène de Marilyn et les dernières scènes que tu as montrées sont celles dans lesquelles l'échange du verbal et du visuel est plus riche et plus complexe. Dans d'autres parties du film, il me semble que la parole poétique et la parole de la prose dominent l'image et s'imposent d'une certaine manière. Donc ça m'a fait penser à certaines prises de parole de Godard dans l'histoire du cinéma, une parole d'auteur qui risque l'autoritarisme aussi par moments. Et puis j'étais aussi surpris de voir, parce que j'ai un peu cherché, s'il laissait quelques séquences sans commentaire et qu'il laissait d'une certaine manière l'image seule. Bon, ça arrive à plusieurs reprises pour des temps plus ou moins longues, mais la seule fois, il me semble, il laisse la notice avec sa voix officielle sans rien toucher et sans dans la séquence immédiatement successive, prendre la parole, c'est la séquence de la Lorraine avec les anguilles. Elle suffit elle-même. Et ça m'a donné à réfléchir. Enfin, ça, c'est une première remarque. La deuxième, je m'interroge beaucoup sur l'usage qu'il fait, Pasolini, dans ses films, très fréquent de toute une terminologie familiale. Il y a les fils, il y a les sœurs, les mères, le père. Et ça, figli dei vostri figli, ça semble traverser les champs, c'est-à-dire il en fait usage pour les figures du peuple, mais il en fait usage aussi pour les bourgeois. Et qu'est-ce que c'est que cette dimension fraternelle ou enfin en tout cas ça évoque immédiatement une dimension chrétienne. Ça peut aussi faire signe vers une perspective anthropologique dont tu as introduit au début, et je voulais en savoir un peu plus. Ce que tu pensais de ça? Alors, concernant... moi, ce qui me frappe dans ce film, c'est d'abord ces voix de poésie, parce que quand même les séquences sur les guerres sur Cuba et sur l'Algérie sont extrêmement importantes. C'est peut-être le film le plus important sur la guerre d'Algérie à cette époque. Je ne sais pas. Mais c'est très long, très important. Et la voix de poésie est tout le temps là. Alors, je rappelais Morire a Cuba, mais enfin, tout ce qui est sur l'Algérie est aussi énormément en voix de poésie. Alors, tu fais un rapport qui est extrêmement intéressant avec Godard. Et là encore, c'est un sujet crucial, à mon avis. Moi, j'aurais tendance, je ressens pas comme toi, c'est-à-dire, je ressens le fait que dans le choix de deux voix, Pasolini a au moins deux voix, oui, ça déjà. plus les voix qu'il cite. Mais lui-même, il intervient à travers deux voix qui ne sont pas sa propre voix. Parce qu'il avait une très belle voix. Il aurait pu faire le commentaire lui-même de son film. Et donc, je ressens beaucoup moins dans l'Arabia cette autorité dont tu parles et qui me semble, en revanche, plus pertinente avec les histoires du cinéma de Godard, où la voix de Godard... alors, c'est plus compliqué, parce que Godard a aussi fait lire des textes à, je sais pas, au moins 5 ou 6 comédiens différents dans les histoires du cinéma. Mais c'est vrai que la voix de Godard en personne, comme ça... élégiaque sur soi-même, enfin, a plus d'autorité que celle de Pasolini ne l'a sur l'Arabia, me semble-t-il. Donc moi, je ferai une différence entre Godard et Pasolini à ce niveau.
Je rappelle aussi une des pointes de Pasolini à l'égard de Godard, c'est quand il dit, il y a 3 façons de filmer un prolétaire. Soit on le met, un docker par exemple, vous le mettez immobile et muet sur un fond de port industriel, puis vous faites une belle photo, et ça c'est ce que vous voyez dans Géo par exemple, enfin je ne sais plus quel exemple il prend. Deuxièmement, vous faites comme Godard, c'est-à-dire le prolétaire s'avance vers la caméra et dit un texte de Hegel. Et puis il dit, moi, Pasolini, je lui demande rien de plus. Il parle et j'enregistre, c'est tout. C'est-à-dire, c'est Ninetto, si vous voulez. Donc, la grande différence avec Godard. Les traits familiaux, alors, cette différence avec Godard, elle est liée aussi au fait que Godard réfléchit le cinéma avec le cinéma. L'histoire du cinéma dans l'histoire du cinéma. Et pour Pasolini, c'est quelque chose de trop... Enfin, bon, il y a tout le débat de Pasolini avec ce qu'il appelle les avant-gardistes. Au fond, Pasolini, dans cette forme-là, il n'a pas un ennemi, il en a beaucoup. Et il a déjà, sur le plan artistique, il a à la fois ce qu'on pourrait appeler les traditionalistes, c'est-à-dire des gens qui s'offusquent que l'on puisse... vous savez, il y a 2 volumes comme ça de poésie dans les œuvres complètes de Pasolini. Il y a un, entre 64 et 67, je crois, il y a un recueil de poésie marxiste, ça s'appelle Poésie marxiste. Certains peuvent s'offusquer qu'on puisse faire des poésies marxistes. Et puis les autres, les avant-gardistes, peuvent s'offusquer qu'on utilise des formes, par exemple l'Arabia, le poème de l'Arabia, calque sa prosodie sur un poème de Pétrarque, lui-même calqué sur une chanson de Dante. Il utilise les alexandrins, si vous voulez, hein, la forme alexandrine. Il utilise des formes extrêmement anciennes, du genre éloge funèbre. Et donc, ça explique ce motif familial dont tu parles, parce qu'il ne craint jamais de faire appel, non seulement dans ses images à des pathos formels, mais dans ses textes à ce qu'on pourrait appeler des topos formels, comme disait Curtius, c'est-à-dire des formes de langage qui sont extrêmement traditionnelles, en fait. Je pense que la récurrence de thèmes familiaux fait partie de sa stratégie de citation, en fait.